Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous les conseils que je peux vous donner sur comment écrire un livre. À la fois sur la partie rédaction, comment bien s'organiser, comment bien structurer un livre, mais également sur la partie publication, rémunération, promotion également. Est-ce que vous devriez le faire éditer, l'auto-éditer, etc. Et je vous parle d'expérience car j'ai déjà écrit 2 livres à mon actif. Un que j'ai justement auto-édité chez Amazon et publié en format numérique e-book sur mon livre et que j'ai vendu moi-même grâce à des publicités, etc. Et un autre, qui est à l'envers, que j'ai fait éditer chez une maison d'édition qui s'appelle Erol. Celui-ci s'est vendu à plus de 4000 exemplaires et celui-ci à bientôt 8000. Donc voilà, c'est des livres qui ont déjà un petit peu de vécu. Et donc je vais pouvoir vous donner tous mes retours d'expérience dans cette vidéo. Petite précision, je vais parler plutôt de non-fiction car c'est ce avec quoi j'ai de l'expérience. Si vous écrivez de la fiction, allez regarder d'autres vidéos sur YouTube, il y en a probablement déjà plein. On va d'abord parler de est-ce que c'est mieux de s'auto-éditer et de s'éditer en fonction de votre situation. Par la suite, on parlera de comment structurer un livre, puis de comment s'organiser pour l'écriture d'un livre, et enfin, un petit astuce pour créer une bibliographie super rapidement, sans que ça vous prenne trop de temps de citer vos références, etc. Allez, c'est parti. Commençons par est-ce que vous devriez auto-éditer votre livre ou vous faire éditer par une maison d'édition classique? Alors, moi je vais vous dire quelque chose qui risque de choquer certains. Les maisons d'édition aujourd'hui, du moins la plupart des maisons d'édition, ne servent absolument plus à rien. Pourquoi? Parce que faire éditer un livre, c'est-à-dire le faire publier concrètement, l'imprimer au format papier quoi, c'est super simple et honnêtement Amazon le fait beaucoup mieux que la plupart des maisons d'édition quoi. Amazon, ils ont un système qui fait que quand le client passe commande, Amazon imprime directement le livre dans la journée et l'expédie le lendemain au client. Il n'y a pas de gestion de stock inutile, plus du coup de marge, etc. C'est juste parfait. Beaucoup plus logique en fait pour une logique de livre. Sur cette partie édition-là, plus d'avantages compétitifs. Ensuite, à l'époque, les maisons d'édition, c'était une manière du coup d'être en librairie, d'avoir un réseau de distribution, en fait, de se faire vendre et connaître. Mais aujourd'hui, quand tu demandes à des maisons d'édition, par exemple pour mon livre, c'est quoi le pourcentage de vente qui vient d'Amazon, ils vont vous dire 60-70%, je sais pas. C'est énorme. Puis plus tu rajoutes Fnac.com, Cultura, machin, il y a peut-être 70% des ventes ou 80% des ventes de mon livre qui sont venues en ligne, en fait. Donc je me prive vraiment pas d'un gros marché en allant uniquement sur Amazon, plutôt que, par exemple, sur toutes les bibliothèques, etc. Et puis ensuite, pour ce qui est de la partie promotion, aller sur les plateaux télé, etc., moi je peux vous dire, en tout cas, de mon expérience et l'expérience de mes amis, dans ma maison d'édition et d'autres, il y a plus ou moins rien qui est fait. On vous assigne un attaché de presse, on vous fait croire que c'est stylé, mais en vrai, ils vous font un communiqué nul, ils ont quasi pas lu votre livre, et puis vraiment, c'est pas proactif du tout, quoi. Ils envoient le communiqué à leur base de diffusion, s'ils ont une réponse, c'est à deux doigts si ils foirent pas le deal, quoi, et puis s'ils en ont pas, c'est pas eux qui vont aller chercher, quoi. Vous êtes bien mieux en utilisant des attachés de presse indépendants qui vont être payés à la performance, quoi. 2000 € pour une interview de télé, si je passe à la télé, quoi. Et si ils obtiennent rien, ils sont pas payés. Là, je peux vous dire qu'ils vont vous faire passer à la télé. Moi, on m'a foiré des interviews télé parce que la personne qui était attachée de presse de moi était juste pas active sur mon dossier, quoi. Donc c'est très frustrant. Donc, pour résumer, les maisons d'édition, d'un point de vue édition, c'est limite moins bien, la qualité du livre, elle est limite moins bonne que sur Amazon. Ensuite, niveau réseau de distribution dans la librairie, bon, si vous voulez être dans la librairie pour votre ego, faites-le. Sinon, honnêtement, ça n'a pas grand-chose. Limite, vous pouvez faire un petit tirage pour vous à côté et l'envoyer aux librairies qui vous le commandent, si vous souhaitez que ce soit en librairie. Et puis, pour ce qui est du marketing, ça sert à rien. Là, par contre, où il y a des différences, c'est sur les sujets de la crédibilité et surtout des revenus. Bon, à propos des revenus, chez un éditeur classique, ça c'est pas un secret, on va vous verser entre 8 et 12% de votre livre, moins la TVA. Ça veut dire que si quelqu'un achète mon livre à 20 €, on enlève déjà la TVA, je crois à 5,5%, bref, je vais toucher 1 € et quelques sur mon livre, sur un livre à 20 €. L'éditeur, il a fait quoi dans l'histoire? Rien, mais vraiment rien. Si, il a payé quelqu'un pour faire la mise en page et une demi-personne qui relit à moitié votre livre. Ben franchement, si vous allez avoir plus de 1000 ventes de votre livre, vous pouvez largement le payer vous-même avec la marge en plus que vous faites.
Donc ça, c'est pour l'édition classique, entre 8 et 12%. Si vous êtes très connu, vous pourrez avoir une avance, mais si vous êtes très connu, vous regardez probablement pas ma vidéo. Maintenant, pour KDP, c'est beaucoup plus intéressant que pour les maisons d'édition classiques, car avec KDP, donc des livres de très bien imprimés comme ça, vous allez toucher 60% de redevance. Ça veut dire que sur un prix de vente à 20 €, vous allez toucher 12 €, 60%, et puis ensuite, ils vont simplement vous soustraire le coût d'impression du livre, qui s'élèvera peut-être à, je sais pas, 3 à 4 €, mettons 4 €, vous allez donc toucher 8 €. 8 € au lieu de 1,2 quoi. Donc là, on voit que sur un large volume, ça fait énormément plus quoi. Moi qui ai vendu peut-être 8000 livres, j'ai gagné à peine plus de 8000 €, alors que j'aurais vendu la même quantité avec Kindle, j'aurais gagné plus proche de 60 000 €. Donc voilà, si vous voulez être un auteur à succès et vivre de vos livres, réfléchissez-y à 2 fois. Pour les livres en format numérique sur Kindle, c'est 70% qui vont dans votre poche. Donc, je trouve ça très honnête de la part d'Amazon. Franchement, c'est un bon deal. Le seul facteur, en fait, sur lequel va jouer les maisons d'édition classiques, c'est simplement le facteur crédibilité. Parce qu'on est en France, avoir un éditeur, c'est toujours stylé. On dit « je suis un auteur édité, blablabla », ça flatte l'ego. Et peut-être si vous vendez des formations, il y a 1 ou 2 personnes par mois qui sont peut-être intéressées de savoir si votre livre est édité ou auto-édité, et donc vous ferez peut-être une vente en plus par mois. Voilà. C'est vraiment pour moi le seul avantage que ça vous offre. Même aujourd'hui, les plateaux télé, si vous avez un livre qui est un peu best-seller, ils cherchent pas trop à savoir si vous êtes auto-édité ou édité classique, quoi. Donc, honnêtement, là encore sur le facteur de la crédibilité, moi honnêtement j'ai choisi de me faire éditer simplement pour le facteur crédibilité parce que, je sais pas, j'avais genre 15 ans quand je l'ai écrit le livre, donc forcément ça aide de dire j'ai un livre publié quand t'as 15 ou 16 ans. Maintenant, si vous avez plus de la vingtaine, quoi, honnêtement, ça vous servira à pas grand chose de dire que vous êtes édité. Un petit avantage en plus pour l'auto-édition, c'est que la version numérique de votre livre, vous pouvez l'avoir, et donc la donner par exemple en cadeau gratuit, ou bien faire un tunnel de vente avec un PDF que vous vendez. Il y a plein de manières d'envisager le marketing de cette version numérique qui est super puissante pour vous. Donc finalement, l'équation finale pour moi, elle revient à dire, soit vous voulez simplement avoir un truc un peu clé en main. Honnêtement, avec un service de mauvaise qualité, ils s'en foutent un peu des auteurs, ils sont pas au top du marketing, pas au top de l'édition, pas au top de la mise en page, pas au top du graphisme pour les couvertures, enfin voilà, vous aurez un service moyen en donnant, mais du coup 92% de votre livre, ce qui est juste énorme, ou vous aurez beaucoup plus d'argent qui rentrera pour vous grâce à l'auto-édition, et vous aurez à vous débrouiller tout seul pour avoir un service de meilleure qualité. Donc vous aurez simplement à recruter un graphiste sur Malte pour la couverture, une personne qui va vous faire la mise en page si vous en voulez une un peu stylée, et puis un attaché de presse payé à la performance. Donc, au final, clairement, si vous faites plus de 500 ventes de livres, économiquement, vous serez bien plus gagnant sur toutes les ventes qui viennent après par rapport à l'édition classique. Et si vous vous auto-éditez, par pitié, écoutez-moi, allez, avant de commencer à rédiger votre manuscrit, sur Google, tapez « Règles auto-édition KDP, mise en page », et là, il y a un guide complet qui vont vous dire « Allez sur Word, allez dans affichage, mettez des marges de telle taille, mettez tel truc, faites attention à vos images qu'elles ne dépassent pas, paramétrez un document Word avec tous ces paramètres, et ensuite, à l'intérieur de ce document Word, écrivez votre manuscrit. Comme ça, dès que vous avez fini d'écrire le dernier mot, vous copiez, collez votre manuscrit, votre PDF dans KDP, et il sera automatiquement validé, vous n'aurez même pas à payer de personne pour la mise en page. Je peux vous garantir que vous me remercierez de vous avoir donné ce petit conseil. Passons à la deuxième section de la vidéo qui est comment structurer un livre et que diable c'est important de bien structurer un livre parce que pour moi ça représente clairement 90% de la qualité d'un livre. Vraiment moi pour choisir un livre, je vais en librairie, je regarde le sommaire et si le sommaire du livre n'est pas clair avec des grandes parties et des sous-sections, je l'achète pas. Ça veut dire que la pensée de l'auteur va être brouillon, qu'il va me faire perdre son temps, qu'il n'a pas assez travaillé son sujet. Alors que si on a une structure très claire, là ça veut dire qu'il a vraiment fait du bon travail de pédagogie et de clarification de son propos. Donc, maintenant ce petit aparté fait, moi il y a 2 types de structures que je préfère, je vais vous les expliquer maintenant. Pour vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple du livre Atomic Habits de James Clear, qui est d'ailleurs un des plus grands best-sellers de ces 10 dernières années en non-fiction et en développement personnel, etc. Donc lui, ce qu'il fait, James Clear, dans son livre Atomic Habits, c'est que il présente une méthode. Cette méthode, il l'a structurée en 4 parties distinctes. Ces 4 parties, ce sont les 4 étapes d'une habitude. L'indice, le désir, l'action et la récompense. De ces 4 étapes, ça va être les 4 étapes de ma méthode. Pour l'indice, comment rendre, si c'est une habitude qu'on va favoriser, l'indice qui va nous donner envie de faire cette habitude, beaucoup plus visible. Si vous voulez faire du sport, comment mettre les chaussures de sport devant votre porte, etc. Ensuite, deuxième chapitre, comment, si c'est une habitude favorable encore une fois, vous pouvez vous donner envie de faire cette action de faire du sport. Donc peut-être en postant une photo de vous sur Instagram tous les jours, j'en sais rien. Ensuite, comment rendre cette action plus facile. Donc justement, peut-être créer un parcours de sport défini. Si c'est tourner des vidéos, avoir un setup déjà prêt. Et puis ensuite, la 4e partie,
la récompense, comment le rendre encore plus agréable. Manger un carré de chocolat après. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc, il est parti des 4 étapes d'une habitude pour faire les 4 étapes de sa méthode, et les 4 étapes de sa méthode sont les 4 chapitres de son livre. Ça relève d'une clarté absolue. Et moi, du coup, j'ai fait exactement pareil dans mon livre. J'ai un peu copié James Clear. J'ai dit, la gestion des connaissances, ça suit ces étapes-là. On sélectionne les contenus, on les capture, on les organise, on les déconstruit, on fait de l'émergence et on crée. À partir de là, j'ai pris une métaphore d'une usine de production. Donc on sélectionne les bonnes sources, on capture les produits avec des bons chemins d'acheminement, on organise avec une bonne usine de réception, machin, en prenant des métaphores avec Amazon et tout. Et puis, j'avais mon image du coup. Et puis ensuite, chaque étape du coup de la gestion des connaissances et de ma méthode, et ben en fait, est devenue un chapitre de mon livre. Et donc j'ai 6 grands chapitres, quoi, qui sont les 6 grandes parties de la méthode. Et ça, c'est vraiment ouf, du coup, parce que ça donne une clarté vraiment géniale à la méthode. Donc ça, c'est pour la première structure du livre, je dirais le livre orienté méthode. Si vous voulez créer une méthode qui dure dans le temps, qui soit un peu reconnue, je sais pas, devenir connue grâce à cette méthode que vous enseignez dans votre livre, prenez du temps pour vous demander, c'est quoi les différentes étapes de ma méthode, quoi. Est-ce que je peux pas, par exemple, mettre des mots sur chaque phase de la méthode, par exemple, capturer, déconstruire, organiser, etc. Et ensuite, peut-être trouver un acronyme. Parce que moi, vous voyez, à l'époque, mon acronyme, c'était CODEC. Capture, organisation, déconstruction, émergence, création, codec. Ou bien trouver une métaphore globale, quoi. L'usine à idées, tu vois, parce que j'avais pris la métaphore de l'usine de production. Donc voilà, c'est ça qui va un peu rendre votre méthode intemporelle, qui va aussi faire passer un livre, je sais pas, tout sur les habitudes, ou bien créer de meilleures habitudes en 30 jours, tu vois, où tu vas faire un Bluey Bulga, à un truc à la Atomic Habits, où... mais c'est un truc de ouf, ce livre. Et moi, sinon, l'autre type de structure que j'adore, c'est les livres qui sont orientés résultats. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, l'objectif de ma formation, par exemple, ça va être d'aider les gens à, je sais pas, faire un tunnel de vente. Et ensuite, du coup, je vais simplement structurer mes chapitres et mon livre en fonction des différentes étapes qu'il faut. Étape numéro 1, définir le problème. Étape numéro 2, créer une promesse en lien avec ce problème. Étape numéro 3, créer une page de capture. Étape numéro 4, créer une page de vente. Et je vais pas m'emmerder à dire tout ce qu'il faut savoir sur la théorie, les bases du copywriting, puis machin, puis truc. Non, je vais injecter tous mes contenus, toutes mes bases théoriques que je voulais disséminer dans mon livre, à différentes étapes, voilà, quand il y en a besoin en fait. Donc vraiment là on trie par utilité, et pas par thématique, pour pas avoir un vieux livre que personne veut lire, avec tout sur le copywriting, puis tout sur machin, puis des histoires, puis non c'est chiant, un truc droit au but, ça marche très très bien, et les gens adorent quoi, ils en ressortent, vous avez changé leur vie. Donc voilà à propos des structures du livre, ce que je vous propose de faire, et peut-être un petit dernier conseil sur la structure du livre, n'hésitez pas à faire un document où vous listez tous les concepts et tous les principes dont vous voulez parler dans votre livre. Par exemple, je veux parler de telle astuce de copywriting, telle astuce de vente, telle astuce d'upsell, telle astuce d'offre, etc. Et comme ça, ensuite, quand vous en serez à faire votre plan détaillé, vous pourrez injecter tous les petits blocs aux bonnes étapes sans rien oublier. Et ça, c'est pas mal, ça facilite beaucoup la structure. Troisième partie de cette vidéo sur comment s'organiser pour l'écriture d'un livre. Bon, alors moi j'ai un parti pris énorme qui est simplement de dire que l'écriture d'un livre, elle commence bien avant l'écriture de la première ligne du manuscrit. Pour moi, l'écriture d'un livre, elle commence quand on commence à capturer les idées dans une base de notes, des années avant d'écrire le livre, qu'on commence à reformuler nos pensées en notes, en concepts, etc. Qu'on commence à capturer de tous les livres qu'on lit, toutes les sources, toutes les discussions qu'on a, l'essence, les pépites de ce qui en ressort, et que d'une telle manière à ce que quand on commence réellement à écrire le livre, on est simplement à sélectionner parmi une abondance d'idées celles qu'on va inclure dans notre livre. Le travail de l'auteur, c'est pas simplement pendant 4 mois d'écriture de livre, à se tirer les cheveux à partir d'une page blanche et à faire un résultat moyen en reformulant ce que d'autres ont déjà dit. Mais non, le travail d'un auteur, c'est d'incuber pendant des années des idées qu'il lit de partout, et ensuite de leur faire prendre de l'âge, comme une bonne bouteille de vin, de les mettre en perspective les unes avec les autres, pour ensuite enfin les écrire, et l'écriture c'est un processus minime. Et pour vous illustrer ça, je vais vous montrer comment j'ai écrit mon livre « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez » dans mon système de prise de notes. C'est parti. Bon, le logiciel que vous voyez à l'écran, il s'appelle Obsidian. C'est le logiciel que j'ai choisi pour y loger mon système de prise de notes. Et pour information, si vous voulez aller plus loin après cette petite présentation, j'ai une méthode qui s'appelle Atomic Knowledge, dans laquelle j'enseigne mon système de prise de notes. Tous les liens seront dispo dans la description, et vous allez voir, c'est d'une aide immense pour la rédaction de livres. Allez, je vous montre. La première étape donc, pour rédiger mon livre, ça a été de voir mes nœuds de connexion, que j'appelle mes cartes de contenu, qui sont situées dans mon système de prise de notes.
Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai ouvert ces notes connexion, vous n'avez pas trop besoin de tout comprendre, et puis j'ai ouvert la vue graphique autour de ce note connexion, et j'ai regardé un petit peu toutes les notes que j'avais par exemple à propos de la prise de notes. Et donc, j'ai une note qui s'appelle « Un système ne peut pas être séparé de son environnement ». Putain, c'est intéressant. Un système est toujours interdépendant de son environnement et de son workflow, blablabla. Ah, ok. Ok, ça c'est intéressant. Peut-être que je peux prendre ce concept dans le livre là. Donc là, ce que je faisais, c'est que je prenais le titre de cette note et j'allais le mettre dans mon livre Gestion des connaissances, dans le contenu que je voulais mettre dedans, ce que je vous disais précédemment. Donc là, je disais par exemple, ok, un système ne peut être séparé de son environnement, j'ai envie d'en parler. Ok. Continuons à aller explorer. Mais cette fois-ci, je vais aller voir un peu ce qu'il y a dans la carte de contenu productivité. Dans productivité, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, les slow burn et les heavy lift, hyper important. Je pourrais appliquer ça, par exemple, à mon livre sur la prise de notes, sur la gestion des connaissances. Peut-être que... je pourrais parler des blocs de temps. Peut-être, et faire un truc avec les blocs de temps pour prendre des notes, justement. Je pourrais peut-être faire une idée comme ça. Ok, je vais prendre cette idée-là, qui est en fait une note à part entière avec un concept, hein. Et puis, je vais la mettre également dans ce que je veux mettre dedans. Voilà, donc en gros, la première étape, ça a été d'explorer un peu toutes les notes que j'avais dans mon système, grâce à mes cartes de contenu, que ce soit pour la prise de notes, la productivité, etc. Et puis, de sélectionner toutes les notes qui me paraissaient intéressantes à mettre dans mon livre. Une fois que c'était fait, j'avais donc une liste énorme de peut-être 100 notes que je voulais mettre dans mon livre. Une fois que j'ai fait ça, moi, du coup, j'ai fait la structure de mon livre en disant, voilà, je veux m'inspirer de James Clear, et donc je vais faire une équation en plusieurs parties. Du coup, ensuite, j'ai fait le sommaire de mon livre. Donc j'ai dit, ok, l'introduction, ça va être ça, les étapes, ça va être sélectionner, lire, identifier, prendre de bonnes notes, assembler ces informations. Au final, ça a un peu évolué, mais fondamentalement, c'est resté un peu pareil. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai littéralement fait un plan et incorporer toutes mes notes dans ce plan-là. Donc voilà, j'ai simplement pris les notes que j'avais en attente au-dessus, je les ai prises et je les ai simplement glissées. J'ai dit, ok, après l'introduction, j'ai envie de parler de comment optimiser le temps dans les blocs, par exemple. Et j'ai simplement organisé toutes mes connaissances comme ça. Et puis mon livre était créé. J'avais simplement à ouvrir ma note. Et j'avais juste à réécrire, en simplifiant, en ajoutant des concepts, des métaphores, etc., le concept qui était déjà écrit en toutes lettres ici. Et franchement, ça a été un game changer, parce que du coup, j'ai écrit mon livre en à peine un mois, parce que en fait, au moment de la rédaction, j'avais simplement à ouvrir ça, me dire, ok, ce matin, je vais écrire 2000 mots dans mon livre, je prenais les notes suivantes, quoi, et je les recopiais en d'autres mots, en rajoutant des exemples et des métaphores. Donc, mon seul travail, c'était réécrire métaphore, exemple, sans me poser de questions. Et puis, à la création du livre, j'ai pas eu à me casser la tête, à aller sur Internet, etc., à faire des recherches longues. Non, ça a été simplement, j'écris, parce que j'ai déjà fait le travail en amont depuis 2 ans, de sélectionner tous les concepts les plus intéressants sur la prise de notes et la productivité. Et pour moi, c'est vraiment ça le travail d'un auteur, en non-fiction en tout cas, c'est de créer une perspective et d'affiner ses connaissances grâce à un bon système de prise de notes. En tous les cas, si vous voulez donc en savoir plus sur ce système que j'ai très mal présenté là, j'en suis conscient, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir ma méthode Atomic Knowledge. Il y a une vidéo gratuite de 30 minutes qui vous explique comment le mettre en place. Mais sinon, des petits conseils pour s'organiser dans l'écriture, c'est 1, le faire tous les matins, mais vraiment tous les matins, s'y tenir. Première chose, vous sanctuarisez 2 heures quand vous vous levez, et vous écrivez. Ensuite, l'idée c'est de vous donner un objectif de mots. Je trouve que c'est vraiment le truc qui marche le mieux. Il y a des logiciels comme Ulysses, U-L-Y-S-S-E-S, qui vous permettent d'avoir un objectif de mots, un compteur. Pour moi, ça a très bien marché. Je me disais simplement, j'écris 2000 mots tous les matins. Et si ça me prend 3 heures, ça me prend 3 heures. Si ça me prend 10 minutes, ça me prend 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Voilà, 2000 mots tous les matins et vraiment, vraiment tous les matins. Ensuite, un autre conseil qui est quand même vraiment important, c'est le fait que quand vous écrivez, vous écrivez. Quand vous écrivez, vous ne relisez pas. C'est-à-dire que vous écrivez tout votre livre d'une traite, sans jamais relire un seul mot écrit. Et puis ensuite, lors de votre première relecture, eh bien vous relirez tout le texte d'un coup et vous vous direz « Putain, j'ai écrit de la merde, j'ai passé du temps, j'ai perdu mon temps, etc. » Et puis ensuite, bon, vous passerez votre crise existentielle et ça ira mieux. Mais si vous passez votre temps à lire un truc, relire, réécrire, vous vous en sortirez jamais. Non, vous écrivez et c'est tout. Et ensuite, pour les processus de relecture, parce que c'est peut-être le truc le plus important et le plus embêtant dans un livre, je vous recommande de faire une première relecture dans laquelle vous relisez d'abord tout d'une traite, sans jugement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup agencer la structure. Si la structure, donc à un niveau super macro, si la structure est pas bonne, vous réagencez des blocs de paragraphes et vous supprimez ce qui est inutile. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une deuxième relecture un peu plus dans le micro, cette fois-ci sur l'emplacement des paragraphes. Ensuite, vous pouvez faire une autre lecture encore plus dans le micro, peut-être sur le choix des exemples, tu vois, est-ce qu'il faut rajouter des exemples, des métaphores. Ensuite, vous pouvez faire une relecture encore plus dans le micro sur la structure des phrases. Ensuite, vous pouvez faire une relecture encore plus dans le micro sur l'orthographe, la grammaire et tout. Et puis ensuite, voilà, vous envoyez à un autre correcteur, un ami, un proche, un machin, pour qui vous aide à relire.
Et voilà, dernière partie de cette vidéo, simplement pour vous expliquer comment faire une bibliographie de manière super rapide, super astucieuse, c'est d'utiliser simplement le logiciel qui s'appelle Zotero, qui est bien connu des universitaires. Zotero, c'est un super logiciel qui vous permet de simplement rentrer toutes les références de tous les livres, toutes les études, tous les articles, tous les podcasts que vous consommez au quotidien, et qui vous permettra ensuite de créer des bibliographies automatiques à partir de ces sources-là que vous lui entrez. Vous avez un bouton qui s'ajoute à Google Chrome pour la capture, donc dès que vous achetez un livre sur Amazon par exemple, vous cliquez sur le bouton Zotero, comme ça la source est enregistrée. Dès que vous lisez un article, pareil, vous l'enregistrez dans Zotero, comme ça la source est enregistrée. Et le jour où vous voulez reciter cet article, il n'y a rien de plus simple. Vous avez simplement dans Word par exemple, et mettons que je vais créer ici un sommaire, eh bien je vais simplement invoquer l'utilitaire Zotero. Et puis une fois que vous cliquez sur le bouton Zotero, ça va vous ouvrir cette petite barre là. Et dans cette petite barre là, vous pouvez simplement marquer ce que vous voulez citer. Par exemple, moi je veux voilà, citer ce truc sur la mémoire à court terme, le truc le plus cité au monde. Je clique dessus, je fais entrer, et là ce que ça fait, c'est que ça m'ajoute un petit 1, ça m'ajoute une note de bas de page juste ici. Et mettons que je continue à écrire, j'écris d'autres trucs, blablabla. Je veux citer une autre source pour justement donner de la crédibilité à ce que je viens de dire. La deuxième source, elle est juste ici. Cette fois-ci, je vais plutôt citer quelque chose à propos, je sais pas, de l'art, si j'ai. Voilà, hop, je clique. Et là, on voit qu'il y a une deuxième référence qui s'est ajoutée. Et à la fin de mon document, je peux simplement cliquer sur Add Edit Bibliography. Et hop, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement me générer une bibliographie complète juste là, sachant que je peux dire dans quel style de citation je veux citer les choses. Donc voilà, c'est vraiment super, ça vous permet de citer vos sources de manière efficace, efficiente, ce que vous voulez, et vous pouvez mettre à jour les sources automatiquement si vous le souhaitez. Donc Zotero, c'est clairement une bonne solution si vous souhaitez faire des bibliographies et sourcer votre livre. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez donc découvrir mon système de prise de notes, le lien est dans la description. Si vous voulez apprendre comment créer un tunnel de vente à partir de votre livre, donc gagner de l'argent sur internet en écrivant un livre, mon autre formation Atomic Funnels est dans la description. Et puis, si vous voulez apprendre comment vous organiser pour écrire un livre, il y a ma formation Atomic Timing sur la productivité qui est dans la description également. Voilà, j'ai fait mon auto-promo, tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous aura été de valeur. Salut!